Israël est la terre de la Bible, la terre des prophètes. Mais vous n'avez pas besoin d'être un prophète pour comprendre où vont les choses ici. Il suffit de comprendre deux événements majeurs qui ont eu lieu dans la région cette semaine. Tout ce que nous avons à faire, c'est observer les circonstances, comprendre la nature humaine, se rappeler l'histoire et connaître les intentions de nos ennemis. Intentions dont il parle d'ailleurs très ouvertement. Et ensuite, badabing badaboum, nous sommes capables d'anticiper ce à quoi on peut s'attendre ici, aussi bien que n'importe quel prophète autoproclamé d'autrefois. Nous avons tous entendu parler du concept de brouillard de la guerre. Il fait référence à l'incertitude, à la confusion et au manque d'informations fiables vécues essentiellement par les commandants et les participants lors des opérations militaires. Cela décrit le fait que, dès qu'un conflit commence, rien n'est vraiment clair. Non seulement sur le champ de bataille lui-même, mais aussi tout ce qui l'entoure. Ajouter les médias à l'équation aggrave encore les choses. Nous avons la difficulté supplémentaire de discerner la vérité, les faits ou les réalités géopolitiques lors d'une crise ou d'un conflit en cours, où les informations se succèdent rapidement, se contredisent ou sont sensationnalistes. Nous savons comment une guerre commence. Nous ne savons jamais avec certitude comment elle se terminera. Le conflit majeur avec l'Iran en ce moment monopolise l'actualité. Cela crée un effet de projecteur visuel et psychologique. Toute l'attention opérationnelle, les activités diplomatiques et la surveillance du renseignement se concentrent naturellement sur les menaces immédiates. Cela peut concerner les trajectoires de missiles, les ripostes des forces supplétives, les installations nucléaires, les seuils d'escalade et la mise en scène diplomatique. Le brouillard de la guerre fait que, pendant que tout le monde fixe directement l'incendie principal, des acteurs secondaires et d'autres parties profitent de l'écran de fumée pour se repositionner. C'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment avec les événements qui ont eu lieu cette semaine. Nous avons l'habitude de recevoir nos informations sujet par sujet. Chacun parfaitement emballé, tout s'enchaîne, tout est présenté chaque jour et prêt à être consommé immédiatement. Prenez votre dose quotidienne et passez à autre chose. Le lendemain, vous revenez pour une nouvelle dose. Parfois, on a droit à un reportage spécial avec des ingrédients supplémentaires par rapport à l'habitude. Ils ne s'écartent pas trop de l'habitude. Ils ne veulent pas compliquer les choses. Les médias nous ont programmés pour avoir une faible capacité d'attention. Ils sont devenus les départements de divertissement et d'information à la fin des années 80, au milieu des années 90, et cela explique tout. Quand Disney a racheté ABC et que Warner Brothers a absorbé CNN, les divisions d'information ont cessé d'être considérées comme un service public et ont commencé à être gérées comme des produits de divertissement. Les informations ont commencé à utiliser le scénario du divertissement. Drame, méchant tout trouvé, rythme rapide et concentration totale sur un seul arc narratif. Le brouillard de guerre que nous voyons aujourd'hui n'est pas un accident. C'est le résultat naturel de médias d'information conçus pour faire de l'audience par le divertissement plutôt que pour l'analyse stratégique. La montée des plateformes de réseaux sociaux a encore aggravé la situation. Il faut tout réduire à un rythme digne de TikTok. Ils doivent s'en tenir à ce qui est tendance et accrocheur. Ils simplifient les choses à l'extrême, jusqu'à ce que ça ressemble à un refrain répétitif et un slogan accrocheur, en simplifiant des sujets complexes et en valorisant la performance plutôt que la véritable connaissance et compréhension. La vie ne fonctionne pas comme ça. Alors que les médias se concentrent sur la répétition de la simplicité et la régurgitation d'éléments déjà consommés, la réalité est complexe et prend forme dans de nombreuses directions en même temps. Une chose en entraîne d'autres, puis chacune se répercute et se propage dans de multiples directions. Ainsi, alors que le monde est focalisé sur la confrontation avec l'Iran, un événement géopolitique monumental a eu lieu à la Mecque cette semaine. Le prince héritier saoudien Ben Salman, le président turc Erdogan et le premier ministre pakistanais Sharif se sont réunis pour signer officiellement l'accord de défense conjointe de la Mecque. Trois des nations à majorité sunnite, les plus puissantes au monde, ont codifié un pacte de défense mutuelle avec une clause centrale qui fait écho à l'article 5 de l'OTAN, à savoir qu'une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Maintenant, les analystes des médias vous diront que ce que nous voyons ici, c'est que les nations du Golfe n'attendent plus les garanties de sécurité occidentales. Elles construisent activement des structures de sécurité régionales autonomes, discrètement. Et ces journalistes ont raison. Ils peuvent également ajouter que ce triangle sunnite se positionne pour l'après, créant une force redoutable qui reconfigure tout l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient, bien après que la menace iranienne soit terminée. Et c'est aussi un bon résumé de la situation. Donc, si les médias rapportent et analysent correctement, alors quel est mon propos? Eh bien, beaucoup ont accordé moins d'attention à d'autres événements qui sont tous liés entre eux.
Quelques heures après la signature de l'accord de la Mecque, les groupes liés à l'Iran au Yémen et les forces Houthis ont lancé une attaque majeure contre des installations saoudiennes pour la première fois en 4 ans et ont déclaré un blocus naval contre l'Arabie saoudite. Ont intensifié les attaques contre les pétroliers en mer Rouge et dans le golfe d'Aden et ont menacé les infrastructures énergétiques clés de l'Arabie saoudite. Pour aggraver les choses, des rapports font état d'une coordination croissante entre les Houthis et les milices irakiennes pro-iraniennes, créant ainsi une menace à 2 fronts, venant à la fois du nord et du sud, contre les ports, les aéroports et les centres énergétiques saoudiens. Et où, me demanderez-vous, étaient les nouveaux partenaires du pacte de la Mecque? La Turquie et le Pakistan, pendant que tout cela se passait entre l'Arabie saoudite et les Houthis? Eh bien, ils se concentraient sur qui d'autre, sinon les Juifs? Erdogan continue sa rhétorique anti-israélienne habituelle. Rien de nouveau de ce côté-là. Mais maintenant, nous avons le ministre pakistanais de la Défense, Kawabanga Asif, qui dans le passé a qualifié Israël d'État cancéreux, comme étant le mal et une malédiction pour l'humanité, appelant l'ensemble du monde musulman à s'unir contre l'État d'Israël. Ils viennent tout juste de signer le pacte. Et il remet déjà en cause la légitimité de l'État d'Israël en questionnant son authenticité nationale, le qualifiant de projet factice qui repose sur le colonialisme britannique et la déclaration Balfour. Même si, tout comme dans le cas des Palestiniens ou des Jordaniens, le Pakistan lui-même a été créé en grande partie sur la base de l'intervention britannique. Dis-nous ce qu'ils veulent vraiment, vraiment. Ils veulent vraiment, vraiment zégazig les sionistes. Et pour couronner le tout, en Israël, nous avons appris cette semaine qu'un pays arabe avait tenté de nous tromper. Wow! Quelle surprise, quelle surprise, quelle surprise. Selon un rapport de renseignement ayant fuité, un pays arabe de la région a récemment donné des conseils très précis à une autre nation arabe du secteur. Ils leur ont dit: allez-y, faites preuve de flexibilité tactique, signez un accord de paix avec Israël. Et puis au moment même où vous serez prêts militairement, rompez-le et lancez une attaque contre Israël. Voilà ce que dit un pays censé être en paix avec Israël, conseillant à un autre pays à qui l'on demande actuellement de conclure un accord de paix avec Israël. Votre supposition quant à l'identité de ces pays vaut autant que la mienne. Ils ont bien dit un État arabe et non un pays musulman. Donc, nous savons que ce n'est pas la France ou l'Espagne. Et l'Irlande n'a pas fait de geste pacifique envers Israël récemment. Donc, c'est pas eux non plus. De toute façon, la lutte contre Israël ne vient pas d'une volonté d'obtenir une solution à 2 États ou d'améliorer les conditions des Palestiniens, mais plutôt du simple fait qu'Israël existe. À cela s'ajoutent les mascarades de résolution pacifique au Liban et à Gaza. Et en ce moment, tout se résume à cela. Ce que nous voyons et vivons, c'est une paix purement théâtrale, orchestrée par le gouvernement libanais, le Hezbollah et les médiateurs régionaux. Tout comme ceux qui manifestent pour la Palestine, ou les membres de la flottille et les groupes d'activistes animés par les réseaux sociaux, ils agissent tous comme s'ils se souciaient vraiment, comme s'ils voulaient obtenir un résultat diplomatique significatif. Alors qu'en réalité, ils se plient tous aux caprices d'entités malveillantes avec des excuses, des justifications et de l'apaisement, au lieu de poser des exigences, des conditions et des ultimatums. Ils se préoccupent plus de l'image qu'ils donnent sur les réseaux sociaux et de ce qu'ils peuvent y afficher que de véritables réalisations. Et il y a aussi l'aspect financier. Tous ces pays espèrent tirer profit de cette mise en scène, tout comme les gens monétisent la cause palestinienne pour leurs propres bénéfices. Il ne s'agit pas seulement d'affichage de vertu, mais aussi d'en tirer un profit financier, en étant rémunérés pour leurs activités. Comme les Palestiniens paient pour la liste, les activistes font pareil. Ils paient pour une liste sur les réseaux sociaux. Et les gouvernements arabes espèrent obtenir l'aide des États-Unis. Les Arabes qui se disent palestiniens utilisent la cause palestinienne pour devenir milliardaires. Les activistes obtiennent des emplois très bien rémunérés auprès d'organisations internationales. Donc, il ne s'agit pas de paix, ni des Palestiniens, ni de Gaza, ni d'aucune des nombreuses excuses qu'ils inventent pour justifier leur tentative de détruire l'État d'Israël. Le week-end dernier a marqué l'anniversaire du massacre de Hébron en 1929. Hébron, la ville de nos pères et mères fondateurs, Abraham et Sarah, Isaac et Rivka, Jacob et Léa, c'était la ville avec la plus longue histoire de présence juive, remontant à 3000 ans. Il n'y avait pas d'occupation en 1929, pas d'État juif. Ils n'ont jamais eu besoin d'une excuse. Ils avaient juste besoin de montrer leur domination, d'anéantir la communauté juive là-bas et de la réduire en ruine. Et les Juifs à Hébron en 1929 n'avaient personne pour les protéger. Maintenant que nous en avons, et maintenant qu'ils ont vu de quoi nous sommes capables contre quiconque s'en prend à nous, ils doivent recourir à la tromperie et à la trahison.
La tromperie, la trahison et la vigilance ne sont pas seulement des problèmes actuels. Encore une fois, nous pouvons voir que la Bible témoigne du comportement humain. Il n'y a rien de nouveau, seuls les acteurs changent. Ce qui a été sera de nouveau. Ce qui a été fait sera refait. Les actions humaines, les luttes, les réalisations sont constamment répétées à travers les générations. Nous avons des cycles répétitifs plutôt qu'un progrès linéaire. La fuite d'informations concernant la flexibilité tactique et la signature d'un accord de paix pour baisser notre garde, que je viens de mentionner, eh bien tout cela s'est déjà produit auparavant. Dans le chapitre 9 de Josué, les Gabaonites savaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre l'armée israélite dirigée par Josué. Craignant la conquête d'Israël, ils envoyèrent des émissaires vêtus de vêtements usés et portant du pain moisi pour tromper Josué et lui faire croire qu'il venait d'un pays lointain cherchant une alliance de paix. Israël a signé le traité sans consulter Dieu ni examiner leurs intentions, pour découvrir seulement 3 jours plus tard que les Gabaonites étaient des voisins immédiats qui avaient utilisé la diplomatie comme une arme de survie et de tromperie. Puis il y a le récit dans le livre de Néhémie, 950 ans plus tard. Pendant que Néhémie construisait les défenses de Jérusalem, ses ennemis n'ont pas seulement attaqué, ils ont essayé de négocier. 5 fois, ils l'ont appelé à descendre dans la plaine d'Ono pour des pourparlers diplomatiques. Il voulait créer une diversion, détourner son attention et arrêter le travail. Néhémie savait que tous les appels au dialogue ne sont pas sincères. Parfois, ce n'est qu'un bruit, destiné à détourner ton regard du mur. Tout cela nous montre à quel point nous devons rester vigilants pour avertir des dangers qui approchent du mur. Dans Ézéchiel 33, le prophète parle du guetteur sur le mur. Le guetteur n'a pas besoin d'être un prophète. Il doit garder les yeux ouverts, voir l'épée approcher à l'horizon et sonner de la trompette. Dans un monde où les médias endorment tout le monde avec des histoires simplifiées, c'est notre devoir de rester sur le mur, de regarder au-delà du brouillard et d'indiquer où la véritable menace prend forme. Je suis Daniel Siman. Merci de m'avoir rejoint ici dans l'émission Straight Up depuis les studios GNS TV à Jérusalem, en Israël. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.